À la suite de M. Rodriguez, qui est un doyen, si je peux ainsi m'exprimer, dans cette misère, je voudrais reconnaître qu'effectivement, le Bénin a connu par le passé quelques réfugiés au temps de la Révolution, même sous Yahi, parce que M. Rodriguez, je crois qu'il a évité de le dire rapidement, mais en d'autres temps, il était hors du pays. Et il y a quelqu'un aujourd'hui qui a été également réfugié. Et il n'avait eu aucun décret qu'il a mis en exil, mais pourtant, il s'était considéré réfugié jusqu'à revenir au pays prendre le pouvoir. Il s'appelle Patrice Talon. Même si aujourd'hui, lui, il estime que le Bénin ne compte aucun réfugié. Et ses proches, pour argumenter ça, disent qu'il n'y a eu aucun décret. Il n'y a pas de décret qui a été garde des Sceaux, aucun décret n'avait été pris à son encontre. Pourtant, il s'était considéré comme réfugié. Mais la différence entre hier et aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, je voulais parler de 2016 à ce jour, c'est que le Bénin n'a jamais connu un nombre aussi important, impressionnant de réfugiés. Et M. Rodriguez a bien fait de dire, nous avons des réfugiés hors du Bénin, nous avons des réfugiés à l'intérieur du Bénin, nous avons des gens qui vivent en clandestinité, nous avons des déplacements massifs de personnes dans tous les pays qui nous entourent, que ce soit au Togo, au Ghana, au Burkina Faso, Niger, Nigeria, en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Il y a même des Béninois qui, en réalité, n'ont pas choisi de s'exiler, qui sont des résidents sur le continent américain, le continent européen, un peu partout, mais qui aujourd'hui ne peuvent plus rentrer, simplement parce qu'ils constatent que ce qui se passe dans leur pays n'est pas bien et ils en parlent. Il y en a plein. Et M. Diosso, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y en a plein. Alors, je reviens un peu, poursuivre un peu le canevas. Et c'est pour dire, depuis quand je suis en exil, je voudrais dire que je n'ai pas choisi de m'exiler. Je crois que tout le monde le sait. J'étais alors député en fonction à l'Assemblée nationale. Et nous étions en congé parlementaire. J'ai choisi de venir faire 2 semaines de vacances ici. Tout le monde était informé. Tous les collègues députés étaient informés. Mon coordinateur qui est ici, Blanchier, était informé. Je vois mon camarade Daniel Zari Vera qui était informé. Alors, j'étais secrétaire exécutif national de FCDE. J'ai réuni tout le staff pour les informer de mon voyage que j'allais faire 2 semaines. J'ai fait des réservations d'hôtel, toutes les preuves existent, tout ça là. Mais à ma grande surprise, je suis venu ici en septembre 2018. Mais en octobre, je me suis vu contraint à l'exil parce que le jour où je mettais pied ici, c'est le même jour où on me déposait une convocation à la maison, m'invitant à l'office de cybercriminalité. Et pour me présenter le même jour à 15 heures. J'ai cherché à comprendre. On me dit oui, c'est pour avoir publié un document sur Internet. Alors que j'étais député, je dois contrôler l'action gouvernementale. On reproche à un député d'avoir un document. Alors, je ne voulais pas revenir sur ça, sinon j'allais prendre tout votre temps. Finalement, j'ai été condamné. Donc, j'ai consulté les camarades qui m'ont dit attention, ne viens pas parce que toutes les informations qui nous parviennent, depuis la levée de ton immunité, figurez-vous, on avait levé mon immunité. J'ai eu ce privilège d'être le tout premier député à qui on a levé une immunité sous le renouveau démocratique. Après, on a voté l'autorisation de ma poursuite devant la haute cour de justice. Et c'est ça qui a créé le problème. Mais le ministre de la Justice s'est permis le loisir de détourner les résolutions de l'Assemblée nationale, la représentation nationale qui a levé notre immunité, qui a voté la résolution pour que nous puissions comparaître devant la haute cour de justice parce que j'ai été ministre. Il s'est permis d'envoyer nos dossiers à la criette. Et c'est ce papier que j'ai intercepté. Sinon, beaucoup de pauvres Béninois, anciens ministres, seraient déjà en prison, gratuitement avec la criette que vous connaissez bien. Et c'est ça qu'on a dit. Et que des raisons religieuses ou pour des raisons d'opinion ou pour diverses choses économiques des fois, parce qu'on veut s'approprier, on veut vous exproprier de vos biens, on vous met la pression ou vous finissez en prison ou vous finissez en exil.
pour qu'on puisse s'accaparer de ce qui vous appartient. Malheureusement, pour des petits pays comme nous, des jeunes États comme nous avons mieux à faire que de renvoyer en exil nos compatriotes. Et ce qui est écœurant, c'est ceux-mêmes qui ont prétendu avoir été victimes de ça, qui font subir la même chose à leurs compatriotes lorsqu'ils sont en position de les protéger. Donc, tout ce que je peux aujourd'hui souhaiter, c'est une prise de conscience, que ce soit une prise de conscience individuelle et collective pour remédier à cette situation de façon durable. Parce que le spectacle qui s'observe au Bénin aujourd'hui est quelque chose d'assez triste. C'est triste dans la mesure où nous sommes un petit pays avec des ressources limitées, mais ça ne nous sert pas de motivation pour plutôt essayer de voir comment nous allons réunir tous les enfants du pays et promouvoir aussi bien la démocratie que l'économie. On dépense beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources sur l'exclusion, la répression, la torture, les assassinats politiques. Aujourd'hui, tuer au Bénin est devenu quelque chose de vraiment banal. On tue, on tire sur les citoyens. Il suffit seulement de justifier ça avec un argument qu'on n'a même pas besoin de prouver. Donc, il existe au Bénin des gens qui sont réfugiés. Ils sont réfugiés dans leur propre pays. Il y a des personnes qui vivent au Bénin et qui vivent pas à des adresses connues, mais vivent complètement dans l'anonymat. C'est une autre forme de réfugiés. Tout ça existe aujourd'hui au Bénin. Je ne pense pas que nous pouvons avoir assez de temps pour parler de tout ça, mais j'ai choisi d'intervenir dans cette conférence aujourd'hui pour apporter mon soutien à visage découvert et dénoncer avec la dernière force ce qui se passe et pour qu'on puisse faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que Bonjour chers amis internautes et bienvenue à cette conférence publique consacrée à la Journée mondiale des réfugiés. Cette année 2021, le 20 juin a été retenu pour porter une attention particulière à la situation des réfugiés dans le monde. Cette journée, les Béninois ne peuvent pas la passer sous silence. En effet, depuis 2016, qui a connu l'avènement de Patrice Talon à la tête du Bénin, la situation des droits de l'homme, des libertés individuelles et collectives s'est considérablement dégradée. En absence d'institutions fortes et la garantie d'une justice équitable et impartiale, des dizaines de Béninois persécutés par le pouvoir de Cotonou ont été contraints de quitter notre cher pays, le Bénin. Ainsi, des centaines de nos compatriotes sont dispersés aux quatre coins du monde, n'ayant aucune garantie pour leur sécurité physique et une justice apolitique. Parmi ces réfugiés et exilés politiques, plusieurs personnalités politiques ayant occupé de hautes fonctions au Bénin, mais aussi beaucoup d'anonymes, de simples artisans aux étudiants qui ne demandaient que de vivre dans un pays de liberté, de justice et de démocratie. Cette conférence publique permettra de faire le point sur la situation des réfugiés et exilés politiques béninois et dans une certaine mesure, leur rendre hommage. Avant de présenter le programme de cette conférence publique, nous allons prendre, avec votre permission bien sûr, quelques minutes pour écouter l'hymne national du Bénin.
Mesdames et messieurs, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je voudrais vous souhaiter une fois encore la bienvenue. Nous sommes à la conférence publique sur la situation des exilés et réfugiés politiques béninois. Je vais vous présenter le programme de la conférence, mais avant, je voudrais rappeler les consignes de base qu'on avait partagées avant d'entrer en direct. C'est-à-dire, je voudrais demander à chacun de vous, si vous n'avez pas la parole, de laisser vos micros fermés pour éviter les interférences dans le direct. Autre chose qu'on avait dit aussi avant d'entrer en ondes, je voulais demander à chacun de vous d'aller sur la page BiAfrica et de partager le direct sur votre propre page Facebook. Ça va nous permettre d'élargir l'audience pour que le message puisse véritablement passer. Donc, vous pouvez aller sur la page BiAfrica et partager le lien du direct sur votre propre page Facebook pour qu'on puisse atteindre un grand nombre de Béninois, un grand nombre d'internautes. Donc, le programme de notre conférence publique se présente comme suit. Donc, dans un premier temps, je vais laisser la parole à la présidente du CSDB, Mme Doris Bossou-Dao, qui va un peu plus situer le cadre de cette rencontre. Dans un second temps, on va laisser la parole à M. Justin Azankpo, le coordonnateur général de la résistance béninoise dans la diaspora, qui fera un point global sur la situation des exilés politiques. Ensuite, nous allons passer au plat de résistance de cette conférence, c'est-à-dire les témoignages des exilés politiques. Et si les dieux de la technique sont avec nous, nous allons prendre quand même tous ceux qui sont là, mais comme on l'a dit dans le cadre de cette conférence publique, pour rester dans le cadre d'un temps, d'une bonne coordination, chaque personne aura environ 3 minutes pour intervenir, pour essayer de partager son expérience avec nous et son message. Après les témoignages, nous aurons aussi les messages de soutien des partis politiques et personnalités de l'opposition à l'intérieur du Bénin et de la diaspora. Et enfin, on aura une synthèse et un mot de fin qui sera présenté par Mme Estelle Paco. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Mme Doris Bossou-Dao pour son mot de bienvenue. Je remercie Jules. Monsieur le coordonnateur général de la résistance béninoise dans la diaspora, distingués invités, chers exilés politiques, chers compatriotes, mesdames et messieurs, le 20 juin de chaque année, les Nations Unies célèbrent la Journée mondiale des réfugiés pour sensibiliser à la cause des réfugiés du monde. Cette journée met en lumière les droits, les besoins, les rêves des réfugiés et contribue à sensibiliser et à mobiliser les acteurs à divers niveaux pour que les réfugiés puissent non seulement survivre, mais aussi s'épanouir pleinement. Il est donc crucial
de protéger et de chercher à améliorer la vie des réfugiés. Et des journées internationales comme celle d'aujourd'hui contribuent à attirer l'attention du monde entier sur le sort de ces personnes qui fuient les persécutions de tout genre. Au Bénin, comme vous le savez tous, depuis le 6 avril 2016, avec l'arrivée au pouvoir de M. Patrice Talon, des centaines de nos compatriotes sont obligés de fuir la tragédie et les persécutions pour se réfugier dans des pays voisins en Afrique, mais également en Europe, aux États-Unis et ailleurs, dans l'espoir d'y trouver la paix et la sécurité. À la suite de la manifestation publique du 23 mai 2021 à Paris, en France, pour soutenir les prisonniers politiques, les martyrs et les familles endeuillées, nous avons jugé bon de saisir l'occasion de cette journée mondiale des réfugiés pour témoigner notre soutien à nos compatriotes qui ont laissé derrière eux leurs proches et leurs familles. C'est ce qui justifie la présente conférence internationale pour faire le point factuel de la situation des exilés béninois, leur donner l'opportunité de s'exprimer et leur apporter toute notre solidarité. La diaspora béninoise ne ménagera aucun effort pour soutenir les victimes de la dictature au Bénin et contribuer à la restauration de la démocratie et de l'état de droit, ainsi qu'au respect des droits humains. C'est sur ces mots que je déclare ouverte la conférence internationale sur la situation des exilés politiques béninois. Plein succès donc à nos travaux. Je vous remercie. Merci, Madame Doris Bossoudaho. Nous allons laisser la parole maintenant à Monsieur Justin Azanko pour nous présenter un peu la situation des exilés politiques béninois. Monsieur Azanko, vous avez la parole. Merci beaucoup, Jules. Mais écoutez, cette journée mondiale des réfugiés, 20 juin 2021, je vais vous présenter donc la situation des exilés politiques du Bénin. Madame la présidente du collectif pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin, CSDB, Madame la présidente de l'association volontaire pour la démocratie et les droits humains, VDDH, Monsieur le secrétaire général de l'Alliance pour une aube nouvelle et la démocratie, AAND, distingués invités, chers amis du Bénin, chers exilés politiques, chers compatriotes, mesdames et messieurs, au nom du comité d'organisation de la présente conférence internationale sur la situation des exilés béninois dans le monde, une activité qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale des réfugiés, instituée par les Nations Unies, nous vous remercions d'avoir répondu massivement à notre invitation. Ce soir, nous allons vous faire l'état des lieux factuels concernant la situation de nos compatriotes poussés hors de notre pays. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, le terme réfugié fait référence à toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays, ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, à la suite de tels événements, ne peut, ou en raison de la dite crainte, ne veut y retourner. Voilà qui est bien clair. En effet, depuis le 6 avril 2016, les persécutions politico-judiciaires des opposants politiques, activistes du web, journalistes indépendants
et militants des droits humains, les massacres de populations civiles, la répression des manifestations publiques, l'emprisonnement des voix critiques et les assassinats ciblés ont contraint des dizaines de nos frères et sœurs à fuir leur foyer et à tout abandonner pour sauver leur vie et celle de leur famille. Un exil forcé, vécu comme un dernier sursaut de survie et l'unique recours à la sauvegarde de leurs opinions. Depuis le renouveau démocratique, c'est la toute première fois que le Bénin vit une telle situation avec le départ massif de certains de ses fils et filles échappant à la terreur. Depuis 1990, c'est la première fois que des Béninoises et Béninois, sous la contrainte, quittent leur pays pour trouver refuge ailleurs afin de se mettre en sécurité. Contraints de prendre la route de l'exil en raison de leurs opinions politiques, leur appartenance ethnique et leur engagement dans la lutte pour le rétablissement de la démocratie au Bénin, nos compatriotes exilés, pour la plupart, sont souvent confrontés à des difficultés énormes et leurs vulnérabilités spécifiques doivent être prises en compte. Pour vous permettre d'avoir une idée précise de ce dont il s'agit, voici juste les noms de quelques-uns. Alors, Dianotin Agossou Valentin. Alors, Omi Kouché, Adiavon Sébastien, Rodriguez Martin, Amadou Jibril Fatouma, Mbadji Léonce, Soumanou Abdou Rahman, Afo Diobo Amisetou, Afogbe Kokou, Adiavon Joël, Goudio Patrice, Frère Rouvi, Panti Jean, Batamoussi Essoé, Akpaki Julia, Wassagari Kamar, Biaou Léonard, Biaou Valentin, Biaou Asidbo Taïrou, Laourou Edmond Babal Lekon, Soglo Léali, Loco Francis, Dossou Kodio Simplice, Bossou Renaud, Atta Adam Aboubakari Yao Zakari, Sosoupe Hugues, Makou Gilbert, Loco Jean-Cyprien Sénan, Yakba Issaou, Da Silveira Gislain, Rodanou Christian, Badarou Yakouba Olani, Rentiede Romaric, Kounou Honoré, Dossou Joachim Hector, Auré Léonard, Aridi Houndé Victor, Atakoun Blaise, Clébo Hubert, Podéou Julien, Sarah Abibou Traoré, Asika Yakini, Saliou Orou Koubou, Abdoul Ousmane, Badougou Kourou, Dourou Mohamed, Tossou Venance. Alors, Biosawe Yakoubou, Togodo Isaac Segla Thalès, Bemenou Étienne, Salako Ikis, Keinouho Bill Suleiman, Yantek Maxime, Sewabo Simplice, Rodonou Landry, Aruna Mariama, Yawesi Mireille Negbagidi, Sedogbo Christian, Sabo Zissou Damien, près d'une soixantaine de personnes. Nous aurions souhaité vous livrer la liste complète des exilés et les conditions dans lesquelles ils vivent dans tous les pays dans le monde. Toutefois,
Pour des raisons que nous comprenons, beaucoup d'entre eux ont préféré rester pour l'instant dans l'anonymat, créant des représailles contre leur famille au Bénin. Ils sont très nombreux dans la sous-région ouest-africaine et même ici en Europe, vivant dans la totale discrétion, ne souhaitant pas se faire voir ou entendre en vue de protéger leurs familles et leurs proches. Nous comprenons et partageons leurs inquiétudes que nous n'avons pas manqué de porter à la connaissance des structures internationales compétentes. Ces compatriotes se sont réfugiés au Togo, au Ghana, au Nigeria, au Niger, au Burkina Faso, en Algérie, au Mali, au Sénégal, au Maroc, en Guinée-Conakry, en Côte d'Ivoire, en France, en Belgique, en Suisse, en Espagne, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, au Japon, etc. Parmi eux se trouvent des hommes politiques, des opérateurs économiques, des policiers, des militaires, des activistes du web et des militants des droits de l'homme. Certains d'entre eux ont dû passer par le désert à pied et traverser la mer en bateau pour regagner l'Europe. Un voyage périlleux. Chacun d'eux a une histoire unique concernant les raisons de son exil. Tous ont fui la prison ou la mort. Chers exilés, comment allez-vous? Nous pensons beaucoup à vous. Vous êtes dans nos cœurs et nous pensons aussi à vos familles, à vos enfants, à vos époux et à vos épouses. De toutes nos forces, nous croyons que le bien triomphera du mal, qu'un jour, vous allez retrouver la terre de nos ancêtres. Nous continuerons à vous écrire, à prier pour vous, vos compagnons, vos compagnes et à toutes vos familles. Nous continuerons à parler de vous au plan régional et international, afin que la communauté internationale puisse être informée de votre situation. À travers cette conférence, nous vous réaffirmons notre soutien, notre affection et notre solidarité. La diaspora béninoise ne vous abandonnera pas. Nous sommes de cœur avec vous. Nous saisissons cette occasion pour exprimer notre profonde reconnaissance et nos sincères remerciements à tous vos pays d'accueil et aux autorités à divers niveaux de ces pays pour la protection internationale accordée déjà à certains d'entre vous. Nous remercions particulièrement la France, les États-Unis et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour les mesures prises en faveur de nos réfugiés. Nous demandons aux frères et sœurs exilés de bien se comporter dans les pays d'accueil en respectant les règles qui régissent leur statut et les lois des 10 pays. Être réfugié, ce n'est pas facile. Éloignés de leur pays d'origine, leur culture, leur tradition, leur famille, leur nourriture habituelle, leur langue, pour certains, ils vivent une expérience douloureuse dans l'humilité, la patience et l'espoir. Puisqu'ils sont à l'honneur ce soir, nous saluons leur courage, leur résilience et leur détermination. C'est notre devoir patriotique de les soutenir et de les encourager. Un seul mot aujourd'hui: solidarité, pour les aider à survivre, à reconstruire leur vie et à rester engagés dans le combat. Chaque geste compte. Chacun peut agir dans le bon sens. Nous profitons de cette occasion pour lancer notre cri en réaction à la déclaration de certains partisans soumis et griots, déclaration relative à la soi-disant
l'absence d'exilés politiques au Bénin, nous leur déclarons fermement ceci. Si vous n'avez pas honte, dites et faites ce que bon vous semble. Vous réprimez dans le sang des manifestations pacifiques. Vous réprimez les voix critiques. Vous fermez les médias libres. Vous persécutez les opposants ou les poussez à l'exil. Vous traquez la jeunesse sans emploi. Vous méprisez les femmes. Vous menacez les militants. Vous pillez les ressources publiques à vos seuls profits. Vous fabriquez de toutes pièces des accusations farfelues et saugrenues. Vous emprisonnez le socle de la jeunesse qui aime son pays. Pour couronner le tout, vous vous réfugiez derrière le déni de la réalité des exilés. Des exilés politiques avec arrogance et suffisance. Sachez que ces pratiques indignes et haineuses n'émoussent en rien notre détermination à résister à votre dictature autocratique et à libérer le Bénin. Ni la prison, ni la mort, encore moins l'exil, ne nous feront renoncer à notre combat contre l'imposture. Réprimer, kidnapper, torturer, tuer si vous voulez, fabriquer des dossiers d'inculpation selon ce que votre conscience vous suggère. Tant qu'existe l'injustice sur cette terre de résistants, il y aura toujours des voix à l'intérieur du Bénin et dans sa diaspora pour réclamer la démocratie, l'état de droit, la libération des prisonniers politiques, le retour de tous les exilés politiques sans condition, la fin des persécutions des opposants et la tenue d'assises nationales pour bâtir un Bénin nouveau, uni, libre, juste et prospère. Soyons solidaires des réfugiés. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Nous vous remercions. Voilà, Justin Azanko, coordonnateur général de la résistance béninoise dans la diaspora. Merci pour votre écoute. Merci, M. Azanko, pour ce témoignage émouvant. La liste, bien sûr, n'est pas exhaustive, et sans oublier des centaines d'autres Béninois qui croupissent dans nos prisons au Bénin. On va passer maintenant, commencer la partie des témoignages et nous allons donner la parole à M. Martin Rodriguez, homme d'affaires et puis acteur politique. M. Martin Rodriguez, vous avez la parole pour faire passer votre message. Bonjour, je vous remercie pour m'avoir donné la parole à cette occasion. Ce n'est pas une fête. Nous commémorons quelque chose qui est tout sauf une fête. C'est une situation qui est plutôt une situation de tristesse, si je peux le présenter ainsi. Je crois que il faut remettre un peu les choses dans l'ordre. Lorsque j'entends dire que le problème des exilés politiques a commencé seulement en 2006 ou en 2016, je crois que c'est une mauvaise appréciation de la société, de la situation. Le problème des réfugiés au Bénin a toujours existé avant le renouveau démocratique. Et je pense aussi que, comme l'a dit tout à l'heure monsieur le coordinateur, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été contraintes de se voir en exil et l'ont subi, ont vécu cela dans l'anonymat, dans le calme total. Moi, pour ce qui me concerne, je crois savoir que j'ai commencé ma traversée de désert depuis l'époque même avant la fin
du règne du général Mathieu Kérékou. Et je suis encore aujourd'hui dans le mouvement, si je peux l'appeler ainsi. Depuis que l'homme existe sur Terre, il s'est de temps en temps, au cours de son parcours, transformé en chasseur pour ses semblables. L'homme est devenu gibier de son semblable, ou pour des raisons diverses. Ou bien c'est ça, ou c'est un des facteurs, ça veut dire la persécution, pour des raisons religieuses, ou pour des raisons d'opinion, ou pour diverses choses économiques des fois, parce qu'on veut s'approprier, on veut vous exproprier de vos biens, on vous met la pression, ou vous finissez en prison, ou vous finissez en exil, pour qu'on puisse s'accaparer de ce qui vous appartient. Malheureusement, pour des petits pays comme nous, des jeunes États comme nous avons mieux à faire que de renvoyer en exil nos compatriotes. Et ce qui est écœurant, c'est ceux-mêmes qui ont prétendu avoir été victimes de ça, qui font subir la même chose à leurs compatriotes lorsqu'ils sont en position de les protéger. Donc, tout ce que je peux aujourd'hui souhaiter, c'est une prise de conscience, que ce soit une prise de conscience individuelle et collective pour remédier à cette situation de façon durable. Parce que le spectacle qui s'observe au Bénin aujourd'hui est quelque chose d'assez triste. C'est triste dans la mesure où nous sommes un petit pays avec des ressources limitées, mais ça ne nous sert pas de motivation pour plutôt essayer de voir comment nous allons réunir tous les enfants du pays et promouvoir aussi bien la démocratie que l'économie. On dépense beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources sur l'exclusion, la répression, la torture, les assassinats politiques. Aujourd'hui, tuer au Bénin est devenu quelque chose de vraiment banal. On tue, on tire sur les citoyens. Il suffit seulement de justifier ça avec un argument qu'on n'a même pas besoin de prouver. Donc, il existe au Bénin des gens qui sont réfugiés. Ils sont réfugiés dans leur propre pays. Il y a des personnes qui vivent au Bénin et qui vivent pas à des adresses connues, mais vivent complètement dans l'anonymat. C'est une autre forme de réfugiés. Tout ça existe aujourd'hui au Bénin. Je ne pense pas que nous pouvons avoir assez de temps pour parler de tout ça, mais j'ai choisi d'intervenir dans cette conférence aujourd'hui pour apporter mon soutien à visage découvert et dénoncer avec la dernière force ce qui se passe et pour qu'on puisse faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que cela cesse et que plus jamais ça ne recommence. Je vous remercie. Merci, M. Martin Rodriguez, pour son témoignage. Nous allons donner la parole maintenant au ministre Valentin Djelontin. Monsieur Djelontin, vous avez la parole. Merci, Monsieur Djossou. Je voudrais profiter de la parole que vous me donnez pour dire infiniment merci à notre collectif, à la présidente, au coordonnateur général et à tous les membres du bureau. Je voudrais également vous remercier pour avoir accepté organiser avec nous cette activité. Je m'incline devant tous les aînés qui sont ici, je ne veux pas les citer, sinon je risque d'en oublier. Et je suis content de me retrouver ce soir au milieu des gens qui vivent la même situation que moi. Et je vois également beaucoup des nôtres qui sont au pays, qui sont dans les pays voisins. Je vois les noms, je ne peux pas les citer. Mais je voudrais dire un merci particulier à mon coordonnateur. Je voudrais nommer le professeur Atatassou, que je vois quand même dans cette conférence avec nous. À la suite de M. Rodriguez, qui est
un doyen, si je peux ainsi m'exprimer, dans cette misère, je voudrais reconnaître qu'effectivement, le Bénin a connu par le passé quelques réfugiés au temps de la Révolution, même sous Yahi, parce que M. Rodriguez, je crois qu'il a évité de le dire rapidement, mais en d'autres temps, il était hors du pays. Et il y a quelqu'un aujourd'hui qui a été également réfugié. Et il n'avait eu aucun décret qu'il a mis en exil, mais pourtant, il s'était montré réfugié jusqu'à revenir au pays prendre le pouvoir. Il s'appelle Patrice Talon. Même si aujourd'hui, lui, il estime que le Bénin ne compte aucun réfugié. Et ses proches, pour argumenter ça, disent qu'il n'y a eu aucun décret. Il n'y a pas eu de décret qui a été garde des Sceaux, aucun décret n'avait été pris à son encontre. Pourtant, il s'était considéré comme réfugié. Mais la différence entre hier et aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, je voulais parler de 2016 à ce jour, c'est que le Bénin n'a jamais connu un nombre aussi important, impressionnant de réfugiés. Et M. Rodriguez a bien fait de dire, nous avons des réfugiés hors du Bénin, nous avons des réfugiés à l'intérieur du Bénin, nous avons des gens qui vivent en clandestinité, nous avons des déplacements massifs de personnes dans tous les pays qui nous entourent, que ce soit au Togo, au Ghana, au Burkina Faso, Niger, Nigeria, en Europe, aux États-Unis, un peu partout. Il y a même des Béninois qui, en réalité, n'ont pas choisi de s'exiler, qui sont des résidents sur le continent américain, le continent européen, un peu partout, mais qui aujourd'hui ne peuvent plus rentrer, simplement parce qu'ils constatent que ce qui se passe dans leur pays n'est pas bien et ils en parlent. Il y en a plein. Et M. Diosso, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y en a plein. Alors, je reviens un peu, poursuivre un peu le canevas. Et c'est pour dire, depuis quand je suis en exil, je voudrais dire que je n'ai pas choisi de m'exiler. Je crois que tout le monde le sait. J'étais alors député en fonction à l'Assemblée nationale. Et nous étions en congé parlementaire. J'ai choisi de venir faire 2 semaines de vacances ici. Tout le monde était informé. Tous les collègues députés étaient informés. Mon coordinateur qui est ici branché était informé. Je vois mon camarade Daniel Zari Pera qui était informé. Alors, j'étais secrétaire exécutif national de FCDE. J'ai réuni tout le staff pour les informer de mon voyage que j'allais faire 2 semaines. J'ai fait des réservations d'hôtel, toutes les preuves existent, tout ça là. Mais à ma grande surprise, je suis venu ici en septembre 2018. Mais en octobre, je me suis vu contraint à l'exil parce que le jour où je mettais pied ici, c'est le même jour où on me déposait une convocation à la maison, m'invitant à l'office de cybercriminalité. Et pour me présenter le même jour à 15 h. J'ai cherché à comprendre. On me dit oui, c'est pour avoir publié un document sur Internet. Alors que j'étais député, je dois contrôler l'action gouvernementale. On reproche à un député d'avoir un document. Alors, je ne vais pas revenir sur ça, sinon j'allais prendre tout votre temps. Finalement, j'ai été condamné. Donc, j'ai consulté les camarades qui m'ont dit attention, ne viens pas parce que toutes les informations qui nous parviennent, depuis la levée de ton immunité, figurez-vous, on avait levé mon immunité. J'ai eu ce privilège d'être le tout premier député à qui on a levé une immunité sous le renouveau démocratique. Après, on a voté l'autorisation de ma poursuite devant la haute cour de justice. Et c'est ça qui a créé le problème. Mais le ministre de la Justice s'est permis le loisir de détourner les résolutions de l'Assemblée nationale, la représentation nationale qui a levé notre immunité, qui a voté la résolution pour que nous puissions comparaître devant la haute cour de justice parce que j'ai été ministre. Il s'est permis d'envoyer nos dossiers à la criette. Et c'est ce papier que j'ai intercepté. Sinon, beaucoup de pauvres Béninois, anciens ministres, seraient déjà en prison, gratuitement avec la criette que vous connaissez bien. Et c'est ça qu'on a dit et que j'ai volé, j'ai complicé de vol. Donc, c'est pour ça que j'ai été condamné finalement. Alors, l'exil, vous savez, lorsqu'on vous en parle, vous ne pouvez pas le réaliser. Il faut l'avoir vécu pour comprendre. Parce que 2 semaines, j'ai fait réservation d'hôtel, mais du jour au lendemain, je peux dire que je me suis retrouvé sans abri parce que je n'ai pas de maison en France. Je n'ai nulle part à rester et subitement, il faut gérer tout ça là.
Ce n'est pas du tout facile. Donc, je suis bloqué ici depuis octobre 2018 par du fait du gouvernement de mon pays qui m'a laissé une convocation, comme je l'ai dit. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je pourrais dire simplement que c'est difficile parce que ce n'est pas une vie naturelle. Ce n'est pas une vie naturelle parce que vous êtes contraint à rester sur place. Vous êtes coupé de votre famille, de votre femme, de vos enfants, de vos parents, de vos amis, de toutes vos activités. Vous ne pouvez plus bouger comme par le passé. Surtout pour nous qui sommes aux États-Unis, au Canada ou en Europe, c'est plus compliqué parce que nous sommes dans un environnement qui n'est pas du tout le nôtre. Du tout alors. Moi, je suis un paysan, moi, je suis un villageois. J'aime être dans mes champs avec des animaux, manger mes claquets, manger mes tacos tibico, vous voyez. Mais quand vous voyez subitement ici, d'abord, le climat est très défavorable pour nous, très défavorable. Ici, tout le monde est occupé, personne n'a ton temps. Tu ne peux même pas aller voir un copain à côté. Si c'est au pays, je peux, sans même aviser M. Diossou, je peux passer chez lui. S'il n'est pas là, sa femme va déjà me commander quelques à ta TV là, que je suis en train de manger avant qu'il ne vienne. Mais si tu fais ça ici, là, les gens ne vont même pas t'ouvrir même la porte. Vous voyez, donc c'est dans ces conditions que nous sommes. Malheureusement, pendant 7 ans difficiles, nous avons perdu plein de parents, plein de parents. Vous imaginez ce que ça représente. Et chacun de nous constitue quand même un soutien pour sa famille, pour ses amis, pour ses parents, tout ça. Vous apprenez tous les jours, tel parent est malade, tel parent est décédé, et ainsi de suite. C'est comme si le monde est en train de s'écouler autour de nous. Mais tout ça, je me dis, c'est aussi une expérience malheureuse que nous vivons. Mais je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu en ce sens que ce parcours m'a permis de faire d'autres découvertes, de découvrir d'autres amis, d'autres Béninois ici. Ça m'a permis également de connaître la valeur intrinsèque des cadres béninois. Ça m'a permis également de connaître d'autres personnes que je ne connaissais pas, qui sont en Afrique. J'en vois plein sur la plateforme, je ne vais pas appeler le nom, avec qui j'ai sympathisé. J'ai compris que la politique telle que c'est menée chez nous, ça ne vaut rien du tout. Rien, les gens peuvent changer du jour au lendemain. Mais je rends grâce parce que en moins de pratiquement 3 ans, j'ai compris que Dieu a déjà même commencé à faire beaucoup de choses. Parce que je connais précisément qui allait parler de ce papier au président Talon, à qui on a promis être candidat à la présidentielle, mais qui aujourd'hui, sa situation, bien qu'étant au Bénin, il est pire que moi parce qu'on n'entend même plus parler de lui. Et moi, si même on me recherche, au moins on sait que j'ai. Donc tout ça, c'est sans rancune. Et pour finir, pour ne pas abuser de votre temps, je voudrais dire que le Bénin aujourd'hui, sans avoir connu une guerre, sans avoir connu une famine, sans avoir connu de catastrophes naturelles, compte malheureusement plus de réfugiés à travers le monde que certains pays qui sont en guerre. Comme je l'ai dit, il y a des gens qui sont en clandestinité au pays, il y a des gens qui sont des pays voisins. Je voudrais simplement garder la foi et l'espérance et dire comme Job dans Ecclésiaste qu'il y a un temps pour tout sous ce soleil. J'en aurais définitivement terminé quand j'aurais invité ma femme, mes enfants, mes parents, mes amis, mes camarades politiques à la foi comme moi, à la détermination. Pour dire rien n'ébranle notre engagement. C'est une question donc de fidélité au peuple, c'est une question donc de conviction. Si c'est pour aller être Bilo-Mengon ou bien si c'est pour faire la complicité, on aurait pu faire comme d'autres. Et comme je l'ai dit, mon coordinateur est là, beaucoup de camarades sont là. Et si quelqu'un était plus recherché, qui aurait pu être coûter plus cher pour Talon, c'est Genotin, pour avoir été secrétaire de FC2, j'aurais pu faire ça proprement. Même pour lever mon immunité, j'ai été invité, j'ai été reçu individuellement par tous les présidents de l'Assemblée, Amosun Bruno, Gungweji, Idi Kola Ole, Nango. Si c'est faux, il peut venir à la place publique pour me contredire. Alors, on m'a proposé plein de choses, beaucoup d'argent, des pauses, tout ça, et pourtant j'ai dit non. Donc, ce n'est pas ceux qui sont venus, qui aujourd'hui portent des titres là, qui étaient recherchés, parce que j'ai vu que ce qui se fait est mauvais. Moi, je suis chrétien. Je ne peux pas accepter avoir quelques sous alors que le peuple est en train de gémir. J'aurai un compte à rendre à Dieu. Alors, pour finir, je voudrais faire deux citations.
Une pour ceux qui vivent la même situation que moi et une à l'endroit donc du peuple béninois. La première situation dit ceci: si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violation du droit et de justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé. Et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore, c'est-à-dire Dieu. C'est dans Ecclésiaste, chapitre 5, verset 8. C'est pour dire aujourd'hui, il y a des autorités qui se croient plus élevées que nous, mais il y a Dieu qui est au-dessus de nous tous. Et lui, il est juste. Il n'y a pas de corruption à son niveau. La dernière citation, c'est dans Jérémie, chapitre 31, verset 17, qui dit, et ça je le dis pour tous ceux qui sont en exil, comme moi, les prisonniers qui sont au Bénin, ceux qui vivent en clandestinité au Bénin, je voudrais leur dire, comme le prophète Jérémie, il y a de l'espérance pour ton avenir. Dit l'Éternel, tes enfants reviendront dans leur territoire. Nous allons revenir dans notre territoire. C'est la parole de l'Éternel, ce qui a créé la terre et les cieux. À tous les Béninois, épris de paix, je nous invite lors donc, de cette célébration à garder espoir. Le Bénin ne va pas sombrer. Et je prie également pour la repentance de nos autorités et que Dieu les aide à voir ce qui est droit et de savoir qu'il y a une justice implacable. Merci beaucoup. Bonne fête à tous et à bientôt. Merci, honorable Dianantin. Nous allons passer la parole à Madame Amisetou Afo-Djobo. Bonjour. On a un peu du mal à vous entendre, madame. Bonjour, chers amis. Ça va, vous m'entendez? Oui. Si vous avez comme un appareil qui est allumé à côté de vous, vous pouvez l'éteindre le temps du témoignage parce qu'il y a comme un écho. On vous entend deux fois. D'accord. Ça va maintenant? Oui, c'est beau. Maintenant, c'est beau. Bon. Bonjour, chers camarades. Je voudrais dire ma très grande reconnaissance aux organisateurs de cette conférence parce qu'il n'est pas facile d'être en exil et de penser organiser ce genre de commémoration. À tous ceux qui pensaient et à nous faire un coucou qui sont des exilés. Et aussi ma joie de participer à cette conférence. Les exilés, les pays l'ont connu, notre pays aussi a connu des exilés pour des raisons, des exilés pour des crimes économiques, pour des exilés pour politique. Et je confond la longueur de la page. Ok, Madame Afo-Djobo, on ne vous entend plus. Peut-être en attendant de revenir à Madame Afo-Djobo, on va prendre d'abord Madame Fatouma. Je vais aller très vite. Ok, ça y est, c'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est mieux maintenant. Allez-y. Oui. D'accord. Alors, comme l'ont dit certains, effectivement, la vie d'un exilé n'est pas facile. Moi, je me suis retrouvée exilée depuis le 8 avril 2021
à la suite d'une convocation que j'ai reçue, me demandant de me présenter à la BEF. La raison, j'ai voulu savoir, on m'a dit qu'on ne savait pas quelle était la raison. Et donc, comme ce n'était pas à moi-même que la convocation a été remise, elle a été déposée à ma structure économique. C'était la nuit, déjà il sonnait 21h moins 10. Donc, j'ai demandé à mes employés de me l'envoyer par WhatsApp, ce qui a été fait. Et cette nuit-là même, la convocation a fait du bug sur tous les réseaux. Et je ne peux pas vous dire, entre 21h30 et 5h du matin, le nombre d'appels et de messages que j'ai reçus me demandant de ne pas me présenter. Qui vous souviennent que déjà, à cause dans le cadre des événements du 1er mai 2019, j'avais été déjà convoquée. Je me suis présentée. Et bon, cette affaire est restée comme ça parce qu'en fait, il n'y avait rien qu'on pouvait prouver contre moi par rapport à ces manifestations du 1er mai. Un mois plus tard, j'ai été cambriolée. Je vais même dire braquée, parce que si c'était un cambriolage, on aurait vu ce que les voleurs auraient emporté, mais c'était juste mon ordinateur et un de mes téléviseurs qui sont partis, et j'ai compris que ce n'était pas de véritables voleurs. C'était des gens qui étaient certainement à la recherche de documents. Malheureusement pour eux, je n'ai pas de tract, je ne fais pas ce genre de choses. Et c'était au moment où Tchaourou était en ébullition. Donc ça s'est passé. Et cette fois, c'est juste parce que vous le savez, mon activisme et mes convictions que je défendais pour donc la restauration de la démocratie, de l'état de droit dans notre pays, qui certainement sont les raisons pour lesquelles j'ai été convoquée. Et comme je le disais, plus de 500 personnes m'ont dit j'ai un peu de et ayant écouté toutes ces voix, je me suis dit, ben, n'y va pas, ça veut dire qu'il faut que tu trouves un abri. N'y va pas, tu ne vas pas ne pas répondre à une convocation et rester chez toi comme si tu étais Dieu sur terre. Donc, voilà comment les conditions dans lesquelles j'ai été obligée de partir du Bénin que j'aime tant. Et depuis donc, bientôt, je suis exilée. Je commence à faire mes pas, je commence à m'habituer tout doucement, mais je peux dire que ce n'est pas facile. Je voudrais citer ceux qui étaient exilés ou qui sont exilés depuis des années. Être exilé, c'est vraiment être coupé d'un monde dans lequel on a évolué jusqu'à un certain âge. Et c'est pas facile. Les gens l'ont dit avant moi, ce n'est pas facile. Mon plus grand souhait, c'est que cet exil ne dure plus, que le ciel nous entende afin que nous tous, nous puissions retourner dans nos maisons, dans nos familles, dans nos pays, ce pays que nous aimons tant et qui a besoin de nous tous, parce que nous sommes tous des fils du Bénin. Et donc, l'exil, je voudrais dire encore que ce n'est pas facile. Et ce qui est malheureux, si à l'époque des gens ont eu l'exil, c'est qu'une fois qu'ils sont partis, le pouvoir en place leur colle la paix, les laisse en paix, vivre. Ok, nous avons perdu encore Madame Afo Djobo. Désolée, hein, désolée. Okay, continuez maintenant. N'est pas stable. Oui, c'est pas stable. D'accord. Okay. Donc, je disais que même s'il y avait des exilés depuis la nuit des temps au niveau de notre pays, c'est vrai, le nombre n'a jamais atteint celui que nous connaissons aujourd'hui. Et c'était des gens, quand même, quand ils arrivaient à partir, le pouvoir en place leur collait la paix, leur laissait le temps de réorganiser leur vie ailleurs ou dans le pays d'adoption. Mais la différence, c'est que ce pouvoir en place aujourd'hui continue de vaquer même dans votre... Donc, c'est ça qui est dangereux et c'est ça qui crée le départ de beaucoup d'entre nous parce que même là où vous êtes, vous n'êtes pas tranquille. Et ça fait que certains, on l'a dit tout à l'heure, n'ont pas accepté venir sur ce plateau parce que, ou du moins même donner leur nom, parce que craignant pour leur famille rester au Bénin. Donc, je voulais juste dire ça pour dire que je n'ai pas une grande expérience de l'exil. Je viens de commencer, je veux dire que ce n'est pas facile.
et nous nous organisons comme nous pouvons. Mais c'est en cela que je voudrais remercier les Béninois qui nous ont accueillis dans les différents pays où nous sommes allés, ceux qui nous ont accueillis et qui continuent de nous accueillir et qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre. Et je voudrais leur dire vraiment merci. Merci, et je souhaiterais que la solidarité que le Béninois développe à l'extérieur puisse être une solidarité nouvelle que nous allons apprendre à construire pour qu'ensemble, une fois retournés dans notre pays, nous puissions vivre en harmonie, en fraternité et afin donc d'élever le Bénin au rang que nous souhaitons. Parce que je suis sûre que tous autant que nous sommes, le combat dans lequel nous sommes, c'est parce que nous aimons le Bénin. Nous sommes des amoureux du Bénin. Je voudrais dire une pensée forte à mes camarades de lutte qui, malheureusement, n'ont pas eu la chance de s'exiler comme moi, parce que si nous nous plaignons, nous exilés, je voudrais que nous pensions à nos camarades qui sont emprisonnés au Bénin et qui souffrent le martyre, qui sont maltraités, qui subissent la maltraitance comme si on était au temps de l'esclavage. Je voudrais que nous ayons une pensée vers eux et que nous prions le ciel de nous aider à nous en sortir le plus rapidement possible. À ma famille, je voudrais dire qu'il faut qu'elle tienne bon. Il faut qu'elle tienne bon parce que quelqu'un l'a dit, rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Nous sommes aujourd'hui dehors, nous nous battons. Et ce qui est sûr, c'est que nous n'allons pas baisser les bras. Nous n'avons pas baissé les bras, nous ne baisserons pas les bras. Si nous baissons les bras, c'est que nous n'étions pas dans un combat réel, dans un combat franc. À tous ceux qui aujourd'hui vivent dans l'anonymat au Bénin et qui se cachent encore, qui ne savent où donner de la tête, je voudrais dire que Dieu les protégera. S'il les a protégés jusqu'à aujourd'hui, il continuera de les protéger. Et malheureusement, nous avons un pouvoir fou en face qui, malgré le discours tenu, continue donc d'arrêter, continue de torturer. Mais ce qui est sûr, je souhaite que rien ne puisse arriver à nos camarades qui sont aujourd'hui séquestrés, prisonniers de la rupture, qu'on ne puisse pas attenter à leur vie et que le jour de la victoire, nous puissions tous être là pour nous réjouir. Et puis voilà ce que je voudrais dire. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je voudrais simplement vous remercier d'avoir organisé cette conférence qui nous permet de commémorer la journée du réfugié. Mais au-delà de cette commémoration, je voudrais, qu'on le veuille ou non, les saints doigts de la main ne sont pas égaux. Il y a parmi nous des gens qui sont encore capables du mécénat. Il y a parmi nous des gens qui n'ont pas 1000 francs pour vivre dans la journée et qui sont des exilés, parce que vous savez que nous comptons beaucoup de jeunes activistes qui ont dû quitter le pays. Je voudrais que nous puissions, après cette conférence que nous sommes en train de faire, de voir comment nous pouvons ouvrir une caisse de solidarité, parce qu'aucun combat ne se fait de cette manière-là. Il faut que nous ayons une caisse de solidarité pour essayer de voir ce que chacun peut mettre afin qu'on puisse venir non seulement en aide à ceux qui sont en exil et qui sont démunis, et aussi à nos jeunes enfants qui sont emprisonnés et qui souffrent aujourd'hui de la maltraitance du pouvoir. Et quand je dis ça, ceux qui se reconnaissent à travers ma doléance peuvent déjà voir comment nous pouvons faire. Le peu que nous avons, nous devons pouvoir mettre ça ensemble et voir la solidarité. Il faudrait que nous commencions à faire de cette manière-là pour que nous soyons de véritables Béninois solidaires les uns des autres. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je n'ai que 3 mois d'exil. Je souhaite que je ne passe pas 6 mois ici. Alors donc, nous devons nous lever vite et nous tenir par le coude et faire en sorte que cette dictature autocratique s'arrête. Merci, monsieur. Et merci à vous tous de m'avoir écouté. Merci, Madame Amisetou Afo-Diobo, pour votre témoignage. Votre présence aussi parmi nous nous honore. Merci beaucoup. Nous allons donner la parole maintenant à monsieur Valentin Biaou. Mais en attendant, il y a une personne qui a levé la main. Je voulais demander à la personne de patienter. Et puis, il y aura à un moment donné, on pourra donner la parole à d'autres personnes, mais on a une liste qu'on est en train de suivre et on va revenir à des compatriotes qui ont des questions ou bien qui ont d'autres messages particuliers à faire passer.
Donc, je laisse la parole à M. Valentin Biao. Merci, M. Jossou. Excusez-moi, je suis un peu grippé. Je remercie Madame la présidente de CSDB et M. Justin Azampo, le coordonnateur le coordonnateur général de la résistance au nom de la diaspora. Je crois que mes prédécesseurs ont tout dit. Mais mon cas, je suis un diplomate de carrière. J'ai été affecté dans un premier temps à l'ambassade du Bénin à Washington en 2016. Après, j'ai été muté de l'ambassade pour le consulat général du Bénin à New York. Bon, avec le régime a entrepris de réduire la carte diplomatique, ils ont décidé de fermer les postes. Donc, mon poste de New York a été fermé. Et j'étais fermé, on nous a demandé 1 mois pour mes enfants qui allaient à l'école. Et moi-même, je n'étais pas préparé, 1 mois pour rentrer. Donc, et que tu ne rentrais pas, tu payais les billets, tu payais ton poste. Donc, moi, je suis rentré le 1er août 2019. Mais j'avais laissé ma famille pour dire, parce que mes enfants devaient finir les classes, j'ai préfinancé les billets pour le retour de mon épouse et mes enfants. Donc, quand je suis rentré au pays, donc on m'a adressé, on m'a convoqué Il y a une commission d'enquête qui a été mise en place au niveau du ministère des Finances d'abord. On nous a écoutés avec celle qui était la consul générale. Moi, j'étais le vice-consul. Et pour rapport à la gestion du poste, tout ça. Donc, il y avait beaucoup d'autres choses que les gens nous reprochaient pour la gestion de poste, pas moi personnellement. Donc, il a fait que moi, je devais revenir. Je suis allé prendre, j'ai pris service au ministère. Je me suis présenté, j'ai pris service, on m'a affecté dans un bureau. Là, on m'a affecté, la directrice m'a dit qu'il n'y a pas de bureau pour moi et que d'aller à la maison dès que ils seront prêts, ils vont m'inviter. Donc, en temps, moi, je suis revenu ici je suis revenu à mes propres frais pour repartir maintenant avec ma famille. Et ça coïncidait avec le mariage de M. Komi Kouché. Komi Kouché, c'est un frère à moi. Nous sommes tous des collines. Et on se connaissait. On avait travaillé, il était ministre, moi j'étais au protocole, dans le régime de Yahi, donc je le connaissais. C'est un frère, non? Comme en tant que frère, j'ai assisté à son mariage à DC ici, à Washington DC. Et c'est la vidéo de la fête de Komi Kouché avec moi, c'est ça qui a été rapporté au président par le ministre des Affaires étrangères, le ministre Agbenossi, qui a pris la vidéo pour aller voir le président de la République, pour dire de voir voilà l'élément, le diplomate qu'on a laissé en poste et il est revenu, il est reparti et assisté au mariage de Komi Kouché. Et que c'est moi-même qui l'aurais même porté son costume, que j'ai payé. Le costume, c'est au Bénin que Komi a payé, a acheté un costume qu'il a porté pour le mariage aux États-Unis. Et c'est moi qui ai amené le costume, qui aurait amené le costume à M. Kouché. Donc c'est là où mes problèmes ont commencé. Donc ils ont dit alors là, il faut le mettre, dès qu'il rentre, donc ils ont fait comme si de rien n'était. Ils ont dit appelé un mandat d'arrêt contre moi. Et c'est de l'aéroport qu'on allait m'accueillir et me déposer en prison. Parce que tous ceux qui étaient avec Komi Kouché, personne ne devait plus s'afficher avec Komi Kouché. Parce que moi, j'étais fonctionnaire et Komi Kouché n'est plus un parent. Donc, Komi Kouché, je ne peux pas l'assister, je ne peux pas assister à son mariage. Donc, étant donné que nous avons des amis, que ce soit au niveau de la police, au niveau de un peu partout, les décisions se prennent. Les gens me connaissent. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans au protocole de Yaïboun. Donc, les gens m'ont dit, écoute, Valentin, tu es où? Je dis, non, je suis là. On m'appelait sur mon WhatsApp. Je dis, oui, je suis là, je suis à Cotonou. On dit, non, on sait que tu n'es pas à Cotonou parce qu'on a un mandat d'arrêt sur toi. Si tu rentres, tu serais déposé en prison directement. Donc, on ne sait pas si tu es chez toi à Saverne, prends pas le Nigeria, sors du pays, ou mais si tu veux aller en prison, à toi de choisir. Donc, c'est là où j'ai dit, bon, d'accord, mais si j'ai remercié la personne qui m'a dit,
qu'il a vu mon numéro sur un groupe WhatsApp où je suis et qu'il ne veut pas donner son identité, seulement il veut me prévenir en tant qu'ami. Donc c'est comme ça, moi qui suis venu avec ma famille, j'ai déjà libéré ma maison qui était payée par l'État. Donc j'ai dû reprendre louer un storage à New York où je payais $800 pour $1,200 pour le storage par mois. Ce n'est pas une maison. Donc là où j'ai mis mes effets. Donc l'économie que j'avais eue, économisée pendant tout mon temps de diplomatie, j'ai commencé par payer le storage avec. Donc, il fallait mettre maintenant mon épouse, mes enfants, les distribuer un peu partout chez les amis. Parce que je suis venu pour le parti 3 jours, mais je suis là depuis 2019. Donc, j'ai repris complètement la vie. Tout a été bon. Heureusement que j'ai une épouse qui a un peu compris. On s'est séparés. Mon épouse est restée à New York avec les enfants. Moi, j'ai dû quitter New York pour aller à Indianapolis dans un instant, de travailler d'abord. Comme je peux pas, si je n'ai pas de papier, et mon statut de diplomate ne me permettait pas de pouvoir travailler. Donc, c'est après, maintenant que je suis revenu à Washington, régulariser ma situation, commencer par négocier encore ma situation pour que les gens m'acceptent que je commence à travailler. Donc, et quel genre de travail? Donc, il fait beaucoup. Moi, diplomate, je suis de me spécialiser dans le domaine de la santé, où j'interviens actuellement comme assistant au niveau avec un statut qui n'est pas encore officiel, parce que j'étais diplomate, j'étais connu, c'est ce qui m'a permis d'être encore là. Donc, comme l'ont dit les gens, les autres, ce n'est pas facile, mais un jour, nous allons retourner chez nous. Et ce qui est encore grave, c'est qu'actuellement, dans mon village, dans la zone des collines, tous les jeunes ont fui le village. Comme on l'a dit, les jeunes qui dorment actuellement dans les champs, ils sont réfugiés dans leur propre pays. À partir comment dirais-je, Odouakaba jusqu'à Savé, tous les jeunes ont fui le village. Parce qu'ils vont traquer les jeunes, ils vont les traquer parce qu'ils disaient que c'est eux les chasseurs. Mais nous sommes dans quel pays? Donc, comme on le dit, je crois qu'il fera nuit, mais la nuit peut être longue, mais le jour va finir par se lever. Et les mains de nos ancêtres et le Dieu créateur ne va pas nous abandonner. Et bientôt, très, très, très bientôt, nous allons finir, nous allons pouvoir retourner chez nous. Je vous remercie. Merci, Monsieur Valentin Biaou, pour son témoignage. Nous allons donner la parole à Monsieur Léonard Biaou. Monsieur Léonard Biaou, vous avez la parole. Activez votre micro, s'il vous plaît. Bonjour. Allô? Oui, on vous entend. Ah, bonjour. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Moi, je suis le capitaine Biaou Léonard. Je ne sais pas, vous me voyez? Oui, mais votre caméra n'est pas allumée. On ne te voit pas, chef. On ne te voit pas. C'est bon? Pas toujours, mais continuez, vous pouvez. Oui, allez-y maintenant. Ah, d'accord. OK. Ah, OK. Moi, je suis capitaine Biaou Léonard. Bon, je vais vous dispenser de l'historique de mon histoire d'exilé ici. Mais seulement, je voudrais tout simplement vous dire que en septembre 2018, l'ex-président Yahya Boni avait perdu son grand frère. J'étais allé à Tchaourou pour assister aux obsèques et lui témoigner aussi de la compassion de la famille Biaou. Parce que moi, j'ai vécu à Tchaourou. J'ai fait mon cours primaire et mes cours secondaires aussi à Tchaourou. Alors, la même nuit, ça a été rapporté au président qu'il y a un officier qui est allé assister le président Yahya Boni. Et aussitôt, de renseignements ont même envoyé. Alors, du retour, puisque
à Bomé. On m'a convoqué à l'état-major pour m'entendre. J'ai dit oui, effectivement, j'étais à Tchaourou parce que c'était un week-end et j'ai fait mon enfance à Tchaourou. C'était pour ça que j'étais allé et pour assister le président, l'ex-président. Et ça a commencé. Donc, le 24 décembre 2018, on m'a convoqué, on me dit, bon, ils voulaient m'envoyer au Petit Palais. Ils ont commencé par faire des jeux bizarres. Moi-même, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui se tramait contre ma personne. J'ai dit, bon, permettez que j'aille voir ma femme. Ils m'ont amené chez ma femme. J'étais dans leur véhicule, on est descendu. J'ai parlé à ma femme, j'ai dit, bon, voilà. Je devais aller à l'hôpital à 13h pour rencontrer le médecin. Mais voilà, ceux-là, ils m'amènent à une destination, je ne sais pas. Il y avait un commandant et il y avait une section de 20 personnes qui étaient prêtes pour me déporter. Alors, quand j'ai engagé la discussion, ils étaient là, ma femme leur demandait, mais pourquoi vous voulez envoyer mon mari dans une direction inconnue? Ils étaient en train de s'expliquer quand, bon, moi, j'ai quitté le milieu. Excusez-moi de vous dire par quelle méthode j'étais parti. Et quelques temps après, ma fille est arrivée. Elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe, maman? En même temps, ils ont pris ma femme et ma fille, direction le Petit Palais. Ils les ont gardés et après, ils les ont envoyés dans un commissariat, non, à l'OCRC. Ils les ont gardés là durant 8 jours. Et par fini, ils ont dit, bon, complicité ou bien obstruction à la justice ou quoi, là, ils ont trouvé un argument et par fini, ils les ont balancés à la prison civile de côté. Pendant ce temps, moi, je ne pouvais plus repartir parce que le même jour, on m'a déjà signalé que mon frère, c'est ta vie ou ta mort. Même si tu viens, ils vont finir avec toi. Si tu ne viens pas, si c'est ta femme ou bien ta fille, ils finiront avec l'une d'entre les deux. Ça, c'est clair. Alors, j'ai dit, OK, j'ai pris la route de l'exil et je suis parti. Et pendant ce temps, c'est comme ce que Madame Afo-Dioba vient de dire, ils sont allés chez moi, ils ont tout pris, tout ce que j'avais à la maison, ils ont tout fouillé, ils ont tout cassé, déchiré les sièges, voir s'il n'y a pas de traces de munitions, bien des correspondances. Et c'est comme ça que je suis resté. Je devais aller à la retraite le 1er janvier. Le 24 décembre, je suis parti du Bénin et en août 2019, il signe une note de radiation de l'effectif des forces armées. Je ne sais pas si vous avez compris, je devais partir le 1er janvier 2019. Mais ils ont attendu le 24 ou 26 août pour me radier de l'effectif des forces armées. Sans solde, sans rien. Voilà comment le pouvoir politique en place au Bénin opère. Ce que je voudrais dire à tout un chacun, nous n'avons aucune force devant le dictateur aujourd'hui, mais nous avons une seule force capable de lui résister, c'est le bon Dieu. La deuxième force que nous avons, c'est les conseils des uns et des autres. Dès que vous êtes en situation, appelez automatiquement quelqu'un et suivez les conseils qu'on vous donne. Il y a beaucoup parmi nos camarades aujourd'hui qui sont en prison. Au moment où ils étaient en difficulté, on leur a dit, faites ci, faites ça. Mais ils ont traîné. Malheureusement, comme on le dit, personne ne peut échapper à son propre sort.
Si leur sort était la prison, ils se sont retrouvés en prison. J'ai une pensée pour tous ceux-là. Comme madame vient de le dire, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais il y a l'espoir. Il y a l'espoir devant nous. La providence divine existe. Je vous remercie. Merci, Monsieur Léonard Biao, pour son témoignage. Nous allons prendre maintenant Monsieur Hugues Sosoupé. Est-ce que Hugues Sosoupé est encore là? Allô? Hugues, oui, ok. Hugues, tu as la parole. Oui, merci beaucoup. Je vais m'excuser de ne pas activer ma vidéo parce que je suis un peu malade dernièrement. Donc, je ne souhaiterais pas mettre ma vidéo je ne souhaiterais pas activer ma vidéo. Si ça ne vous gêne. Tu peux y aller, oui, vas-y. D'accord, merci beaucoup. Je remercie les initiateurs de cette conférence que je trouve la bienvenue. Et également, c'est une occasion pour toutes les personnes qui sont dans une situation de réfugiés de se connaître, d'apprendre à se connaître et de partager leurs expériences. Pour ce qui me concerne, je suis parti du Bénin depuis le 4 mai 2019 et après les événements des 1er et 2 2019, et le pouvoir a tenté de m'arrêter, mais grâce à certaines personnes qui sont en dehors du Bénin et au Bénin, je suis parti. Et de quoi m'accusait-il? On m'avait accusé d'avoir diffusé en temps réel ce qui s'est passé les 1er et 2, et on a estimé que mes publications étaient attentatoires à l'ordre public. Et ce qu'il vous souvienne que le gouvernement avait diffusé un visuel où il dit pour la paix au Bénin, j'évite de diffuser des informations et qui n'appellent pas à la paix et au calme de la situation. Et en retour, j'ai également fait un visuel où je dis pour la paix au Bénin, je diffuse ce qui se passe en temps réel pour permettre aux personnes qui ne sont pas au Bénin de suivre la situation et d'en savoir plus sur ce qui... Un truc comme ça. Donc, ils ont pris ça comme un affront. Mais Dieu merci, je suis parti de Cotonou et sain et sauf, je suis rentré au Togo le 4 mai 2019. Et depuis le 4 mai 2019 à ce jour, je réside au Togo en tant que réfugié. Et je ne dirais pas que c'est facile, mais grâce à Dieu et grâce au soutien des uns et des autres, et nous avons continué le combat, nous avons continué à faire ce qu'on peut. Mais j'avoue que pendant toute cette période, j'ai tout fait pour ne pas me faire enregistrer. Je ne voulais pas rentrer dans une condition de réfugié parce que pour moi, c'était rabaissant, c'était avilissant. Vous êtes né dans un pays, comme j'ai l'habitude de le dire, moi je suis un enfant de la démocratie et j'ai connu toute une autre situation. Et vous avez votre pays où tout s'est bien passé. Du jour au lendemain, vous vous retrouvez hors de votre pays et vous êtes obligé de vous réadapter. J'ai refusé pendant longtemps. Mais depuis quelques mois, je n'avais plus le choix parce que mes pièces d'identité ont commencé par s'expirer. Et si je ne le faisais pas, je vais me retrouver dans une situation d'apatride parce que je n'aurai plus de documents pour justifier d'où je venais. Et je le dis pour conseiller à tous nos frères qui sont aujourd'hui hors du pays pour persécution politique, de commencer au plus tôt à faire leurs papiers, de signaler leur position et aux institutions, aux organes qui s'occupent de la situation des réfugiés. Et ça va les aider beaucoup. Je l'ai commencé tard, mais Dieu merci, j'ai également avancé dans la procédure. C'est très important. C'est très important, c'est vrai, nous sommes dans le combat. Et notre souhait à tous, c'est de retourner au pays. Mais en attendant, comment on fait? Il faut qu'on régularise notre situation. Il faudrait que nous nous fassions signaler et que nous ayons les documents à jour au cas où.
Et la deuxième chose, je voudrais également abonder dans le même sens que Mme Afo-Diobo pour dire qu'il faut qu'on mette en place une caisse de solidarité pour soutenir les plus faibles d'entre nous ou bien d'autres personnes qui sont là. Parce que ce n'est pas facile. Aujourd'hui, je fais 2 ans, j'ai l'expérience. Au début, ce n'était pas du tout évident. On pensait que demain, on allait rentrer au pays. Dans 1 semaine, on allait rentrer. Dans 2 semaines, on allait rentrer. Dans 1 mois, on allait rentrer. Mais j'ai bouclé 2 mois. Beaucoup comme moi ont bouclé 2 mois. Et nous avons appris à nous adapter. Nous avons l'expérience que nous pouvons partager à ceux qui sont arrivés récemment. Et donc, sans solidarité, nous ne pouvons pas y arriver. Il ne faudrait pas que certains se découragent et retournent au pays et se disant que voilà, le combat n'est pas soutenu et que chacun se débrouille. Nous sommes retrouvés hors de notre pays pour une raison donnée. Nous devons apprendre à rester ensemble, à réfléchir ensemble, à nous soutenir. Et ce n'est que de cette manière que ceux qui sont partis vont se sentir toujours dans le combat et vont se sentir concernés par notre pays. Et donc, ça va nous donner également de la force de rester mobilisés pour la cause de libération du pays. Voilà ce que je peux dire. Le temps de parole, c'est 3 minutes. Je ne voudrais pas en abuser. Et je dis du courage à tous les réfugiés. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je leur demande d'essayer de se faire enregistrer, d'essayer de régulariser leur situation. Et enfin, j'invite vivement à ce qu'on mette en place une caisse de solidarité pour que nous puissions venir en aide à ceux qui seront dans le besoin. Merci beaucoup et bonne suite de conférence à tous. Merci Hugues Sossoukwe. Nous allons prendre à présent Madame Fatouma Amadou Djibril. Allô, Jules? Oui. Pour l'instant, la parole est à Madame Fatouma Amadou Djibril. Oui. Oui, je vous écoute. Il y a quelqu'un qui dit allô. Ah, Jules, je crois que c'est Monsieur Janazatassou qui a dit allô, comme il appelle du pays. Je ne sais pas s'il n'a pas des éléments. Ok. En fait, Monsieur Azatassou, on lui donnera la parole dans un instant, mais dans les messages de soutien. Oui. Ok, Monsieur Azatassou n'est pas là pour faire un témoignage, mais pour les messages de soutien aux exilés, aux réfugiés politiques. Donc, il aura la parole bientôt, dès qu'on aurait fini avec les témoignages. Ok, merci. Donc, en attendant, la parole est à Madame Fatouma Djibril. Madame Fatouma Amadou Djibril, vous avez la parole, s'il vous plaît. On ne vous entend pas, Madame Fatouma Amadou Djibril. On ne vous entend pas. Ok. On a quelques difficultés avec Madame Fatouma Amadou Djibril. On va prendre peut-être en attendant Monsieur Taïro Biarou. Juste, on va revenir à Madame Fatouma Amadou Djibril tantôt. Monsieur Taïro Biaou, est-ce que vous m'entendez?
OK. Monsieur Taïro Biao aussi, apparemment, a des difficultés techniques. Nous allons prendre, en attendant, Makou Gilbert. Est-ce que Makou Gilbert est là? Makou Gilbert. Vous pouvez prendre la parole. OK, mais tout se passait très bien, mais on a quelques difficultés techniques avec les invités. OK, on va passer alors à M. Jean Panty. Est-ce que vous êtes là? Monsieur Jean Panty, est-ce que vous êtes là? Non plus. OK, revenons alors à Madame Fatouma Amadou Djibril. Oui. S'il vous plaît, active. Elle est toute brillante là. Donc, oui, on la voit très bien, mais je sais, elle ne parle pas encore. Est-ce qu'elle a activé son micro? Activez votre micro, Madame Fatouma Amadou Djibril. J'ai l'impression qu'elle ne nous entend même pas. Monsieur Yossou, oui, dites à madame de toucher ça. Bon, elle a déjà touché la vidéo, mais elle a touché le micro pour qu'on puisse l'entendre. Merci. OK. Madame Fatouma Amadou Djibril, est-ce que vous nous entendez au moins? OK, les autres, s'il vous plaît, fermez vos micros. Hein. Okay, est-ce que monsieur Koudjo Patrice est là? Est-ce que monsieur Koudjo Patrice est là? OK. Monsieur Koudjo Patrice, est-ce que vous êtes là? OK. Vu qu'on a des difficultés à prendre les prochains témoignages, nous allons passer au message de soutien. On va passer directement au message de soutien pour le moment, pour ne pas perdre trop de temps à attendre. Donc, nous allons laisser, dans les messages de soutien, nous allons commencer par donner la parole à M. Hervé Akondé de l'AAND. Monsieur Hervé Akondé. Monsieur Hervé Akondé, est-ce que vous êtes là? Il n'a pas décoché son texte, il est coupé. Hein, son... Oui, quand vous êtes nommé, aussi quand on vous donne la parole, vous devez activer votre micro. Sinon, allô, s'il vous plaît, ce n'est pas Monsieur Akondé qui fait l'intervention, c'est Madame Dalmeda en qualité de présidente de l'AND. OK, allez-y alors, Madame Dalmeda. Je vous laisse la parole, oui. Très bien. Alors, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, chers amis, bonsoir. En ma qualité de présidente de l'Association pour l'Aube Nouvelle et la Démocratie, AAND, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour votre présence à cet événement. Celle-ci témoigne de votre intérêt, de votre engagement, de votre volonté de faire bouger les choses et accompagner tous ces compatriotes réfugiés et exilés, voire même emprisonnés. Alors, l'AAND, l'Alliance pour l'Aube Nouvelle et la Démocratie, est née de la volonté de ne rien céder à l'injustice, l'arbitraire, l'illégalité, l'intolérance qui sévit depuis 2019 suite aux réformes politiques et institutionnelles qui ont conduit à la dégradation du climat politique. Réformes dont le dessein inavoué était la
mise sous cloche de la démocratie béninoise. L'AND s'est assigné pour mission de défendre les principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. L'AND a pour mission de combattre toute forme de violence, de crime, toute forme de discrimination fondée sur les opinions politiques, philosophiques, religieuses, sur le genre, le sexe, etc. Voilà la raison d'être de notre association. Ce 20 juin 2021, jour de célébration de la Journée internationale des réfugiés, a une signification particulière pour notre pays. Elle sonne comme un jour de deuil pour le Bénin. En effet, 30 ans auparavant, dans le consensus national et à travers la constitution de notre pays de 1990, émanation de la Conférence nationale des forces vives, le Bénin avait fait l'option de ne plus jamais voir ni une seule de ses filles, ni un seul de ses fils contraints à l'exil. Force est de constater aujourd'hui que l'histoire se répète. Nous sommes face à de graves reculs de notre démocratie qui augurent des jours sombres. Les nombreux témoignages de nos compatriotes en exil l'attestent. Cette célébration aujourd'hui de la Journée internationale des réfugiés, tout comme d'autres événements, le visiocolloque du 2 juin, les nombreuses manifestations au sein de la diaspora, sont autant d'actions qui vont dans le sens de notre combat pour notre libération aux côtés d'autres associations partenaires. Le collectif pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin, le volontariat pour la défense des droits humains. L'AND souhaite également profiter de cette occasion pour mettre en exergue la situation de tous les prisonniers politiques au Bénin, Madame Madougou, Monsieur Aïva, personnalités ou simples anonymes qui croupissent dans les geôles du pays au mépris total de leurs droits les plus fondamentaux. En conclusion, l'AND exhorte chacun de nous à se mobiliser, à s'engager, à fédérer nos énergies, à produire de l'intelligence collective et prendre une part active dans ce combat pour faire renaître la démocratie et le Bénin que nous aimons. Je vous remercie. Merci, Madame Huguette d'Almeida. Nous allons donner la parole à M. Eugène Azatassou pour son message de soutien aux réfugiés et exilés politiques. M. Azatassou, vous avez la parole. Merci beaucoup. D'abord, je m'excuse pour la manipulation. En réalité, c'est la première fois que je fais cette s'il vous plaît, M. Azatassou, on ne vous entend pas du tout. On ne vous entend pas. Oui. Ok. Peut-être vous pouvez reprendre, on va voir si le son s'est amélioré ou pas. Est-ce que vous m'entendez? Non. Ok, allez-y, on va voir après quelques secondes si ça s'est amélioré. Ok, ce qu'on va faire, essayez de vous déconnecter et de vous reconnecter. On va voir si le son va s'améliorer. Je dirais que je vais féliciter. Non, ok. En attendant de reprendre M. Azatassou, on va donner la parole à M. Alessandre Rousseau, qui est là depuis le début avec nous. M.
Alessandro Rousseau, vous avez la parole pour votre message de soutien. Oui, bonsoir, chers amis, chers compatriotes. Merci d'être présents si nombreux sur ce forum. Je voudrais évidemment adresser un message de soutien à l'ensemble des exilés, sans oublier évidemment ceux qui sont en prison et qui autrement seraient vraisemblablement en exil également, malgré eux. Et dire simplement que contrairement à ce que disent beaucoup de mauvaises langues, la mise en exil d'une personne ne résulte pas simplement d'un départ pour des raisons économiques. Ce n'est pas du tout ça. Le départ des personnes qui deviennent des réfugiés se fait pour des motifs tout à fait autres et qui résultent d'une énorme souffrance morale. Les exilés et ceux qui sont dans la clandestinité sont des personnes qui sont dans une prison avec des barreaux, des barreaux virtuels qui les empêchent de rentrer au pays, de vaquer à leur occupation, de voir leur famille, de ressentir l'amour de leur famille. Et tout cela résulte d'une condition morale et d'une souffrance psychologique profonde pour toutes les personnes. Donc, il est important de se rendre compte de cela. Je voudrais profiter de cette tribune pour aussi envoyer un petit message à tous ceux qui pourraient penser que le départ d'un certain nombre de personnes en exil finalement ne va pas affecter leur quotidien ou qu'il va peut-être même l'améliorer. Il faut savoir que ce serait une grave faute que de penser cela. Pourquoi ? Eh bien parce que la mise en exil, de même que la mise en prison des exilés, en fait, correspond ou résulte d'un appauvrissement du pays. Il faut bien comprendre que les personnes qui sont mises en exil ou mises en prison, très souvent sont des cadres, des personnes d'une certaine capacité intellectuelle ou professionnelle, ou économique ou politique, et qui représente un apport pour le pays, qui représente une richesse pour le pays. Et le fait qu'un grand nombre de nos compatriotes soient mis en exil, ben, cela revient à un appauvrissement tout d'abord humain, bien sûr, pour tous leurs proches. C'est un appauvrissement sur le plan politique, lorsque l'on perd des têtes pensantes qui ont des idées autres, des idées contradictoires et qui peuvent enrichir le débat politique, cela représente un appauvrissement, mais cela représente également un appauvrissement économique. Lorsque vous avez des personnes et des personnalités telles que M. Martin Rodriguez, qui nous a fait l'honneur de son témoignage tout à l'heure, ou le président Sébastien Adjavon, lorsque ces personnes-là sont absentes et dans la capacité d'apporter leur savoir-faire et leur contribution à notre pays, et en fait, c'est tout le pays qui perd. Donc, les personnes qui restent là, pensant que, ils sont partis, tant mieux, on se frotte les mains, on va en profiter, c'est pas du tout ça. C'est pas comme ça que cela marche. En l'absence d'un débat contradictoire politique, vous allez passer à côté de nombreuses opportunités de développement du pays. En l'absence d'acteurs économiques alternatifs offrant une idée différente, offrant une concurrence, un autre environnement au tissu économique du pays, vous allez perdre des opportunités de développement et finalement d'emploi aussi, que ce soit pour vous-même, pour vos proches, etc. Donc le fait de penser que l'absence de quelques centaines d'exilés ou de prisonniers ne change rien à votre propre condition, c'est une erreur terrible sur laquelle je vous invite à réfléchir. Voilà. Donc, au-delà de tout cela, je voudrais quand même profiter de ce message pour dire au nom de l'opposition au sein de la diaspora notre soutien total, indéfectible et infaillible à tous les exilés, à tous les clandestins,
mais aussi à tous les prisonniers de l'ensemble de notre communauté, et que nous ne vous oublions pas et nous luttons jour et nuit jusqu'à ce que vous puissiez retrouver votre liberté de mouvement et votre capacité de vaquer à vos occupations, de retrouver votre famille au pays. Voilà, donc bon courage à tous et force à tout le monde. Force et courage à tous. Merci. Merci, M. Alessandro Oussou. Je rappelle que M. Alessandro Oussou est porte-parole de la résistance béninoise dans la diaspora. Nous allons essayer de reprendre M. Eugène Azatassou, qui est représentant de l'opposition au Bénin. M. Azatassou, est-ce que vous êtes avec nous? Ok, M. Azatassou n'est pas là. Ok, donc je crois qu'on a fait le tour. On n'a pas pu prendre certaines personnes à cause des difficultés techniques. Nous allons passer un peu à la synthèse de tout ce qui a été... Ok, M. Azatassou essaie de se connecter. Est-ce que Madame la ministre n'est pas revenue? Elle a ouvert tout à l'heure son micro. Ok. Est-ce que Madame Fatouma Amadou Djibril, vous êtes là avec nous? Activez votre micro si vous êtes là. Ok. Je crois qu'elle a toujours des problèmes techniques. Okay. Monsieur Azatassou, vous m'entendez maintenant? Monsieur Azatassou, vous avez la parole. Oui. Vous m'entendez? Oui. Vous pouvez prendre la parole, monsieur Azatassou. On va voir si la qualité s'est améliorée, la qualité du son. Il a coupé son micro. Il faut lui dire de... Ok, votre micro est fermé, monsieur Azatassou. Vous devez activer votre micro. Ok, c'est beau. Allez-y maintenant, on vous écoute. Malheureusement, on ne pourra pas vous prendre parce que la qualité du son est... Oui, j'ai dit... Non, ok. Non, monsieur Azatassou, la qualité du son, elle est vraiment mauvaise. On ne vous entend pas du tout. C'est dommage. Ok, nous allons passer à la synthèse de la conférence. Donc, mesdames et messieurs, chers invités, chers amis, chers compatriotes, nous voici à la fin de notre conférence. Elle a été organisée dans le cadre de la Journée mondiale des réfugiés, AC cette année 2021, sur le pouvoir de l'inclusion. Avant de donner la parole à la coordonnatrice générale adjointe de la résistance béninoise dans la diaspora, Madame Estelle Capo, pour la clôturer officiellement, je voudrais vous adresser ma profonde gratitude pour votre participation et surtout pour les interventions de qualité enregistrées tout au long des travaux. Nous avons entendu ce soir des témoignages émouvants et des messages de soutien et de solidarité à l'égard de nos compatriotes exilés. Je ne peux jamais imaginer que notre pays pourrait vivre un jour une telle situation qui pousse les fils et filles du pays sur la route de l'exil. Je voudrais insister sur le fait que, sous une dictature, personne n'est à l'abri. Ce qui arrive à nos frères et sœurs, tués, emprisonnés ou exilés de force, peut nous arriver demain. Et c'est pourquoi je nous demande tous d'être très solidaires avec les exilés politiques, partout où ils se trouvent sur la planète. Ils ont besoin de nous. Ne les rejetons pas, ne les dénigrons pas, ne les sabotons pas, ne les diffamons pas. Demain, ça pourrait être notre tour. Que Dieu bénisse
le Bénin. Je vais laisser la parole à Madame Estelle Capo pour son mot, pour clôturer officiellement la conférence. Madame Estelle Capo. Votre micro est fermé, Madame Capo. Oui, OK. Ah, merci, Monsieur Diotsou, de me laisser la parole. Je n'avais pas activé mon micro. Alors, Madame la Présidente du collectif pour la sauvegarde de la démocratie au Bénin, CSDB, Monsieur le Coordinateur général de la résistance béninoise dans la diaspora, distingués invités, chers amis du Bénin, chers amis politiques, chers compatriotes, Mesdames et Messieurs, tout le plaisir est pour moi de prendre la parole afin de clôturer les travaux de la conférence internationale que nous venons d'organiser sur la situation des réfugiés béninois, et ce, dans le cadre de la journée mondiale qui leur est dédiée. Alors, ce fut 2 heures d'échanges fructueux qui ont permis aux participants et au public de connaître la situation réelle des réfugiés béninois dans le monde entier. Il s'agit en fait de nos compatriotes contraints de fuir la tragédie dans leur pays d'origine, le Bénin, pour trouver refuge ailleurs, dans l'espoir d'y trouver la paix et la sécurité, afin d'éviter de se faire tuer et emprisonner, généralement pour leurs opinions politiques ou leur appartenance aux familles d'exilés et de prisonniers politiques. Au cours de cette journée spéciale, nous leur avons témoigné notre soutien, notre affection et notre solidarité. Nous leur avons dit, nous sommes de cœur avec vous, nous partageons vos douleurs et vos peines. Ne désespérez pas et gardez courage. Au nom des organisateurs de la présente manifestation, je voudrais remercier tous les participants et tous ceux qui nous ont suivis pour le temps consacré à cette mémorable journée qui leur est dédiée. Effectivement, cette journée en fait a été décrétée par les Nations Unies. Je voudrais souligner que chacun a le droit de chercher à se protéger des persécutions politico-judiciaires et des répressions sanglantes contre les voix critiques. J'encourage donc chacun d'entre nous à condamner de manière rapide et claire les atteintes aux droits de l'homme au Bénin et insister sur la nécessité d'assurer un retour sûr et surtout sécurisé de tous nos compatriotes exilés. Les Béninoises et Béninois de la diaspora resteront mobilisés dans le cadre du rétablissement de la démocratie et continueront de soutenir toutes les victimes. Le CSDB et ses organes à divers niveaux vous remercient très sincèrement pour votre aimable attention. Bien à vous. Estelle Capo, coordinatrice générale adjointe de la résistance béninoise dans la diaspora. Merci bien. Merci, Madame Estelle Capo. Merci aux organisateurs. Merci à tous les invités qui sont restés avec nous, mais qui n'ont même pas pu prendre la parole. Je voudrais vous remercier pour votre participation et votre engagement à soutenir la cause de nous tous. Je vais à l'instant passer jusqu'à l'hymne national pour qu'on puisse clôturer officiellement. Et comme l'a dit ou souhaité certains, la réflexion doit continuer pour qu'à un moment donné, qu'on puisse créer comme une caisse de solidarité pour pouvoir accompagner tous ceux qui se retrouvent en difficulté en dehors de notre pays actuellement. Merci à vous. Au moment opportun, vous aurez les messages pour qu'on puisse discuter en privé de cette nouvelle donne, de cette réalité. Merci et puis à tout le monde.